Fragment d'histoire Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale. Francis Zamponi, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la retraite, vous avez travaillé notamment pour Libération, en spécialité des questions de police et de justice. Vous vivez depuis une quarantaine d'années à Montpellier et depuis votre retraite, vous êtes également écrivain de romans noirs, dont plusieurs se déroulent dans votre Algérie natale, puisque vous êtes né en 1947 à Constantine. Oui, 1947 à Constantine, c'était un autre monde. Je suis retourné à Constantine, j'ai pas reconnu grand-chose. Et depuis combien de temps votre famille était-elle installée dans le Constantinois ? Alors, ma mère est née à Alger, elle venait des Basses-Alpes, c'était une immigration, il y a une partie de sa famille qui est partie au Mexique, l'autre partie avec elle est partie en Algérie, et elle est née là-bas, et alors que mon père n'y est arrivé qu'à l'âge de 8 ans, venant de Corse, et aussi pour des raisons financières, c'est que il y avait des propositions de salaire qui étaient bien meilleures. Mon grand-père, donc, était facteur. Il était veuf, des enfants à charge. Et quand on lui a proposé l'Algérie avec une prime, il a évidemment accepté. Les parents de ma mère, c'était la même chose. Ils étaient paysans Basses-Alpes, où c'est pas la grande fortune. Et ils sont partis parce qu'ils n'arrivaient plus à vivre sur place. Donc, mon père a passé son enfance en Algérie, mais il était beaucoup plus rattaché à la Corse, parce qu'il y allait à chaque vacances et il avait beaucoup de famille. Ma mère allait plus rarement dans les Basses-Alpes. Toutes ses relations, sa famille était à Alger. Quelle était la profession de vos parents ? Alors, ma mère était institutrice et mon père commissaire de police. Vous avez grandi donc à Sétif. Comment vous nous décririez un petit peu le Sétif des années 50 ? Alors avec l'œil que j'ai aujourd'hui, c'est une toute petite ville. Maintenant, j'y suis retourné aussi. Il y a des faubourgs qui sont immenses, mais le centre-ville n'a pas changé. Moi, je sais qu'enfant, je circulais, je me repérais dans la ville sans problème. Et bon, c'était pas une grande capitale comme Alger, Oran ou Constantine, c'était une sous-préfecture à l'époque, après c'est devenu une préfecture, mais qui avait un nom parce qu'il y avait eu les émeutes de mai 45 qui avaient commencé. C'est pour ça que beaucoup de gens connaissaient Sétif. Sinon, c'était pas une ville où il y avait des choses particulières. Justement, vous disiez que votre père était commissaire de police donc dans le Constantinois à cette époque-là. Vous venez d'évoquer le mai 45, où il y a eu une émeute violente et une répression encore plus violente. Est-ce que vous avez discuté avec votre père de cet épisode ? Pas beaucoup, non, parce que j'étais enfant, mais par contre, j'ai entendu les discussions dans ma famille, parce que mon père était à l'époque à Constantine, commissaire aux renseignements généraux, mais j'avais une tante qui habitait Guelma, qui était dans une ferme avec son mari. Ils étaient métayers, ils n'étaient pas propriétaires de la ferme. Et en mai 45, mon grand-père est venu voir sa fille avec son épouse et ils se sont retrouvés dans la ferme, à quelques pas de Guelma, avec les émeutes qu'il y a eu. Leurs voisins ont été tués à coups de hache. Mon grand-père a été caché dans le grenier où il est resté allongé pendant un bon bout de temps. Et ma tante a été mise dans le gourbi avec les femmes musulmanes où elle s'est mis un voile pour pas avoir de soucis. Ils s'en sont sortis, mais ils en parlaient assez fréquemment. Donc c'est comme ça que j'ai entendu parler de cette période. La répression, non. C'était vraiment le fait du traumatisme
d'être dans sa ferme et de passer, ça devait être une nuit, une journée, caché, sans oser sortir. Et quand ils ont vu ce qui s'était passé chez leurs voisins, donc ça, j'en ai beaucoup entendu parler. La répression, je l'ai découverte après en lisant. Mais sinon, c'était pas le sujet numéro 1, c'était les attentats contre les Européens. Justement, ma question par rapport à ça, ce serait comment vous décririez le vivre ensemble, la cohabitation des différentes communautés dans l'Algérie des années 50 ? Alors, toujours avec une vision d'enfant, je ne dirais pas que j'ai ressenti la moindre cohabitation et le moindre vivre ensemble. Effectivement, la dame qui s'occupait de moi était algérienne. Elle avait un voile comme assétif. Ça me paraissait normal parce que toutes les femmes musulmanes étaient voilées, donc il n'y avait pas de souci. Et c'est une des rares personnes indigènes, comme on les appelait à l'époque, qui venait à la maison et je suis jamais allé chez elle. Pour moi, c'est un signe de manque de cohabitation. Je voyais l'école coranique qui était pas très loin devant la mosquée avec les petits enfants en train de réciter les versets du Coran, mais j'en ai pas vu plus. En classe, il y en avait pas. C'était vraiment. Alors, le terme apartheid me paraît pas justifié parce qu'il y avait aucune loi qui disait ça, mais dans les faits, c'était une séparation très visible. Dans les vêtements, dans la langue, dans les endroits fréquentés. La rue principale de Sétif, dont j'ai oublié le nom, mais qui a dû changer, il y avait des cafés qui étaient fréquentés que par les Européens pour aller dans ce qui s'appelait les cafés morts. C'était un autre quartier. Donc il n'y avait pas, j'ai pas vu de table de cohabitation, si j'ose dire. Elle existait un petit peu à l'école, néanmoins. Assez peu, parce que en fait, il y avait, du moins dans l'école où j'étais, il y avait assez peu d'enfants d'origine algérienne. Ils avaient une école musulmane qui était étatique, mais c'était séparé quand même. Donc, par rapport, moi j'y ai pensé bien après, par rapport au poids des populations, où il y avait en gros 9 millions d'Algériens et 1 million d'Européens, pour simplifier, en classe, c'était pas le cas. Il n'y avait pas 9 élèves sur 10 qui étaient algériens, c'était l'inverse. Il y avait 1 ou 2 Algériens, 2 bonnes familles, mais pas plus. Il n'y avait pas des écoles mixtes, déjà entre filles et garçons, non, mais entre Européens et Algériens, c'était vraiment une impression très européenne. Mais vous aviez, vous, quand même, de votre côté, une relation particulière avec votre nounou ? Oui, tout à fait, oui, qui était... je m'en souviens encore. Et je me souviens que ma mère lui avait mis un petit tapis sous l'escalier pour qu'elle puisse faire les prières à l'heure des prières. Mais bon, c'était admis. Elle lui a jamais dit ne mets pas de voile. Elle mettait pas le voile à la maison, mais ne viens pas voiler, ne fais pas tes prières. C'était considéré comme normal. C'est une curiosité. De même, ça je m'en suis souvenu parce qu'on sort de l'époque du Ramadan. À la rupture du jeûne, il y avait l'armée qui tirait un coup de canon depuis la citadelle pour signaler à tous les musulmans qu'ils pouvaient commencer à manger. Bon, aujourd'hui, j'imagine pas ça dans un département français, parce que c'était des départements français. Ce serait une atteinte à la laïcité scandaleuse. Mais bon, on prend l'habitude de ça. Moi, j'avais pas loin j'habitais dans le commissariat de police, puis c'était un appartement de fonction, une synagogue, avec, je sais pas quel était son titre, mais quelqu'un qui égorgeait les volailles, qui faisait sur le pas de la porte. Et on prend l'habitude. C'était pas quelque chose de caché. C'est vrai que autant je dirais il n'y avait pas de mélange des populations, autant il y avait une tolérance.
Les juifs faisaient leur viande cachère, les musulmans le halal. Ils faisaient leur cours de Coran devant la mosquée dans la rue. Il n'y avait pas de tension. Et ensuite, malheureusement, le conflit éclate. Quelles ont été les réactions de vos parents à ce moment-là? Comment ça a impacté votre quotidien aussi? Alors, pour vous donner une anecdote, mon quotidien, c'est le souvenir que j'ai, c'est du 1er novembre 54, où je me préparais, je me réveillais pour aller à l'école et j'ai entendu du bruit dans la cour du commissariat, donc où nous habitions. J'étais au premier, j'ai regardé et il n'y avait que des casques. Tous les policiers, et j'avais vu autrement qu'en képi, à pèlerin. Et là, tout d'un coup, ça m'a fait une impression étrange de voir tous ces policiers avec leurs armes et leurs casques dans la cour où on jouait avec mon frère et ma sœur. Et ça, c'est une image qui est restée. Après, pour ma mère, je me souviens que tout coup de téléphone, quand mon père était pas là, était une angoisse. Est-ce qu'on va pas m'annoncer qu'il est... elle m'avait raconté... oui, elle avait raconté à l'époque. Il y avait un policier du commissariat de base, un policier de base, qui était venu en pleurnichant. Et elle pensait tout de suite, il vient m'annoncer que mon mari a été tué. Et en fait, il avait raté l'examen de brigadier et il voulait en parler. Mais elle, le premier réflexe, c'est de dire, il arrive comme ça, c'est qu'il vient... Et elle a eu souvent... ce genre de choses, des coups de téléphone qui n'arrivaient pas, ou un coup de téléphone, est-ce que c'est ça? Il y avait cette impression, et en plus, je sais qu'en tant que à l'école, une grenade dans la rue devant l'école à la sortie, on s'en souvient. Moi, j'ai cru que c'était un pétard, et en fait, c'était une grenade. Et je vous dirais, les souvenirs principaux que j'ai de la vie quotidienne, à part les souvenirs d'enfants, c'est les enterrements. Parce que mon père et ma mère assistaient à tous les enterrements de victimes de ce qu'on appelait les événements, et ils nous emmenaient. Et donc, j'ai des souvenirs de je ne sais plus combien d'enterrements avec le cercueil recouvert d'un drapeau tricolore, mon père en uniforme, les officiers, des militaires qui accompagnaient le cercueil. Ça, c'est des souvenirs, je vous dis, je ne saurais pas dire combien j'en ai vu, mais c'est beaucoup. Dont un adjoint de mon père que je connaissais bien parce qu'il venait souvent à la maison, qui a été exécuté dans une rue en rentrant chez lui. Et je le connaissais très personnellement parce qu'il venait, c'était comme un oncle, un petit peu. Et alors c'est des souvenirs un peu funèbres. Oui, mais les temps étaient durs. Ah oui, sans que je m'en rende compte obligatoirement, ça me paraissait plutôt la vie quotidienne normale. Quand je vois aujourd'hui des reportages sur ce qui se passe à Gaza, en Palestine et tout, je me dis, mais les mômes, ils doivent prendre l'habitude, comme moi j'avais pris, de voir tout le temps des gens armés, de se dire, quand je vais au cinéma, on me fouille pour voir si j'ai pas une bombe dans mon sac. Et ça me paraissait pas... C'est l'inverse qui m'a paru bizarre, c'est d'arriver en métropole où il y avait plus tout ce genre de choses. On voyait plus des militaires avec des fusils mitrailleurs au coin des rues. Il n'y avait pas de fouilles pour rentrer dans les cinémas ou dans les grands magasins. C'est ça qui m'a paru une vie anormale. Alors que la vie en guerre, je dirais guerre civile, parce que c'était une guerre civile, on s'y habitue. Quelle perception a eu votre famille de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle? Alors moi je me souviens, donc c'est le 13 mai 58, les manifestations à Alger. Le lendemain, j'étais en 6e, je suis arrivé et il y avait une dispute dans la cour du lycée entre des élèves plus âgés que moi, c'était plutôt les grandes classes, et le proviseur, parce que les élèves disaient il faut hisser le drapeau tricolore.
Et le proviseur avait mis ses barrettes de décoration gagnées dans la guerre. Et il disait, moi, je sais ce que c'est, et c'est moi qui décide, c'est pas vous, vous êtes retournés dans vos classes. Et ça, je m'en souviens très bien, c'était inhabituel de voir une engueulade, surtout à l'époque, entre le proviseur et ses élèves. Et c'était, donc j'ai compris ce qui se passait, parce que à l'époque, j'habitais Maison Carrée dans la banlieue d'Alger. Et donc, les nouvelles arrivaient vite, et j'ai vu, en rentrant à la maison le soir, que dans le commissariat, l'ambiance n'était pas la même. Il y avait... mes parents, je me souviens qu'ils en parlaient, parce qu'on écoutait la radio, on n'avait pas la télé. On écoutait la radio tous les soirs, et c'était, est-ce que ça va changer quelque chose ? Ils n'avaient pas la conviction du fait que l'arrivée de De Gaulle allait tout changer, mais ils espéraient que ça pouvait changer des choses. Et ma mère m'a amené, parce que mon père travaillait, je ne sais plus quel jour où De Gaulle est venu à Alger et a déclaré « Je vous ai compris ». Bon, je m'en souviens, traverser la foule, trouver une place où entendre, et elle voulait assister à ça, parce qu'elle se disait « c'est peut-être autre chose ». Elle n'a jamais pensé, pour elle... Il n'y avait pas de souci, on était en France. Quand on disait la France, c'était là où elle était née, ses amis et tout. Mon père, c'était un peu différent parce qu'il avait la vision de policier et je ne crois pas que ce soit parce qu'il était arrivé plus tard, mais il avait une vision plus critique. Quand on lui a proposé un poste à Paris, il a accepté tout de suite en disant « c'est le moment de partir ». C'était 58, c'était pas 62. Et il avait senti que ça pouvait pas tenir. Ma mère, elle n'avait pas de souci. Pour elle, c'était son pays. Et pour elle, le départ à Paris, c'était une période comme elle avait été à Constantine, à Sétif, à Maison Carrée. Elle allait à Paris. S'il était renommé en Algérie, elle serait partie en Algérie. Et vous, comment vous avez vécu ce déracinement ? Très... c'est pas le départ, parce que c'est pas le départ de 62 où on se dit c'est pour toujours. Avec une valise, on avait une entreprise de déménagement, il n'y avait pas de souci matériel. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est en arrivant au lycée à Paris, la façon de parler. Déjà, les accents sont pas les mêmes et tout un mode de vie où il n'y a pas des militaires à tous les carrefours, où on se dise pas ce coup de téléphone, c'est pour m'annoncer un attentat, un décès. Donc ça m'a paru étrange. Bon, je m'y suis habitué, mais c'est vrai que, par exemple, les accents, ça fait étrange d'arriver dans un collège où tout le monde me dit « Tu viens d'où, toi ?» Parce que j'avais l'accent pied noir de l'époque. Et bon, et ça, je pense, c'est pas dramatique parce que quand on a ces âges-là, on s'y habitue. Et donc, vous êtes en métropole en 1962. Vous Oui. vivez finalement l'exode des Pieds Noirs en étant déjà en métropole. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode ? Ah ben, alors j'ai eu, je vais être bref. L'épisode de ma belle grand-mère, puisque ma belle-mère était décédée, donc mon grand-père s'est remarié, qui est parti, c'était une dame fort respectable, catholique pratiquante, qui allait à la messe à l'église dont le nom m'échappe, mais à côté de chez elle, qui était ce qu'on appellerait une grenouille de bénitier. Et elle est partie en pensant, elle a loué à des gens la maison que son mari avait construite, en pensant revenir dans quelques mois. Elle n'avait pas idée qu'elle partait, et elle n'est jamais retournée en Algérie. Mon grand-père et ma grand-mère, eux, sont morts quelques jours avant l'indépendance, donc ils sont morts français, en territoire français, et j'ai toujours une concession à perpétuité au cimetière d'Alger. Mais mon frère y est retourné à ce cimetière, moi non, je suis pas... Mais donc ça, c'était les retours. Ma tante, dont je vous parlais, qui a été métayère de ferme à côté de Blida,
est partie en Corse où on avait une maison familiale où elle a récupéré une pièce. Elle était complètement démunie, elle était épicière à Alger, elle a perdu son épicerie, elle n'avait pas de retraite, et ça c'est des cas, comme il y en a eu beaucoup. Moi j'ai connu cela, parce que nous on était partis avant, de la famille, mais quand je l'ai vue, elle cherchait désespérément un petit boulot, parce qu'elle ne savait rien faire d'autre. Mais vous y étiez également engagé, je crois, dans une association pour accueillir les rapatriés. Oui, parce que j'avais connu au lycée, parce que, comme je vous disais, avec l'accent, on se retrouve, et j'avais été contacté par des camarades de lycée, en général plus âgés, qui m'avaient proposé dans cette association d'aller accueillir à l'aéroport pour donner un coup de main, pas d'une grande efficacité, mais psychologiquement, ça devait, parce que quand j'ai vu les arrivées à Marseille, où il y avait juste un café de la Croix-Rouge, je me disais, même si c'était pas utile de porter les bagages, ça a dû, psychologiquement, et on est accueilli par... Donc ça, je m'étais laissé entraîner très facilement, même avec volontarisme, dans ce genre de choses, et des réunions d'information. Et je me souviens, ça devait être le premier anniversaire ou peu importe, anniversaire de la fusillade rue d'Isly, où dans mon lycée, il y avait une manifestation, parce qu'il y avait une rue d'Isly à quelques centaines de mètres du lycée. Et c'est la première manifestation publique à laquelle j'ai assisté, avec intervention de la police qui a dispersé aussitôt. Et c'était très vivant encore, ce souvenir. Ensuite, plus tard, au moment de la retraite, vous avez choisi d'évoquer l'Algérie dans des romans policiers. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette démarche ? Alors, pour tout vous dire, je n'avais pas dans l'idée d'écrire un roman. Mon but était plutôt, comme je m'intéressais beaucoup à la guerre d'Algérie, j'avais des éléments, d'écrire un bouquin. Et l'éditeur fort avisé m'a dit: vous n'êtes pas historien, vous n'avez pas, comme Benjamin Stora, un bouquin, on va dire pourquoi lui. Par contre, si vous voulez écrire un roman, là, il y a peut-être plus de lecteurs potentiels. Et j'ai essayé, parce que j'avais jamais écrit de roman, et il m'avait dit d'écrire, je crois, une 50aine de feuillets pour voir si ça tenait la route. Donc, au départ, je voulais écrire un bouquin sur l'histoire de la guerre d'Algérie, et en fait, il avait bien raison, parce que il y a des gens bien plus compétents qui l'ont fait, il y a eu des tas de bouquins. Le roman, c'est plus individuel. Alors, je me suis permis quelques libertés avec la réalité, mais pas de faux. C'est juste de rapprocher des événements qui ont eu lieu géographiquement à des endroits différents, mais à la même période, dans la même ambiance. Et ça m'a beaucoup plu d'écrire une histoire d'un personnage au lieu de prendre chronologiquement les déclarations, ce qui était mon idée au départ, dans les journaux, dans les témoignages, et de faire un bouquin qui n'aurait pas été celui d'un historien, mais pas non plus celui d'un journaliste. Tandis qu'un roman, j'ai trouvé que c'était... Et après, j'ai continué sur plusieurs, parce que ça m'avait bien plu, et que c'est une époque sur laquelle il y a vraiment matière. Et un de vos romans se passe à Montpellier, il s'appelle In nomine Patris, et un autre de vos romans, qui s'appelle Mon colonel, a été adapté au cinéma par Monsieur Costa-Gavras. Comment s'est passée cette expérience d'adaptation au cinéma ? Alors, au départ, j'étais très content, parce que c'était mon premier roman, et il y a des demandes d'adaptation, donc c'est très valorisant. Et ensuite, il y a eu une très longue période où il ne s'est rien passé, je me suis laissé abandonner. Et en fait, c'était que M. Costa-Gavras avait des relations avec l'Algérie. Il avait tourné, son Z a été tourné à Alger. Mais on lui avait dit que ce n'était pas du tout la période pour faire un tournage en Algérie. Parce qu'il tenait à ce que ce soit tourné, non pas comme lui avait fait Z,
parce qu'il ne pouvait pas le faire en Grèce, en Algérie, mais il avait très envie. Et donc, ça a traîné. Et puis, un jour, il s'est mis à écrire. Et là, il m'a demandé, de temps en temps, j'allais le voir. Et j'ai pas du tout été choqué ni déçu. La bonne idée qu'il a eue, c'est que moi, dans mon bouquin, il n'y a pas un personnage féminin. Lui, il a mis, au lieu d'un officier, une officière, parce que quand même, non, pour un film, c'est pas plus mal d'avoir une actrice. Mais c'est le gros changement, mais le reste, j'ai trouvé très fidèle. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'Algérie? Et est-ce que vous êtes retourné dans votre pays natal? Alors moi, j'y suis retourné. Mon frère cadet y est retourné bien avant moi, plusieurs fois. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à y retourner. Et après, j'y suis retourné assez souvent. J'ai commencé par le Sahara, parce que c'était doit être les années 90, où la situation en Algérie, au nord, était très difficile. Mais par contre, au Sahara, c'était d'un calme, comme mes souvenirs d'enfance. Et les lieux ressemblaient beaucoup. On m'a dit qu'il y avait eu des grandes transformations maintenant. C'est devenu un lieu de tourisme pour les Algériens du Nord. Et c'était, moi, j'ai été logé à Timimoun chez l'ami d'un ami, donc dans une maison. J'ai jamais vu la dame. Mon épouse l'a rencontrée, mais moi non. Il fallait tousser dans l'escalier pour qu'elle sache qu'il y avait un homme qui arrivait, qui n'était pas son mari. Mais bon, ils ont été très sympas. Et je me suis beaucoup promené dans le désert, où il n'y avait pas le moindre risque. Ensuite, je suis allé à Alger plusieurs fois. Je suis allé à Sétif pour le tournage du film Mon Colonel. Et j'ai reconnu le centre-ville, dans les ruines de la cité romaine de Djebila, qui est pas loin. Ça, vraiment, je me suis beaucoup promené tout seul dans Sétif, en dehors du tournage auquel j'assistais, parce que ça me rappelait plein de souvenirs d'enfance et j'ai retrouvé sans problème. Après, à Alger, je suis allé pour des rendez-vous officiels. C'était pas très drôle administrativement, mais je me suis aussi beaucoup promené dans Alger. Et avec un sentiment, si la situation politique n'était pas ce qu'elle est en Algérie, je retournerais bien y finir mon existence. Merci beaucoup, monsieur Zamponi. C'était Fragment d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.